Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Comme prévu donc, on entame ici notre petite session estivale de rediffusion de nos épisodes autour de la pratique journalistique. Et on attaque avec du solide. En avril 2019, il y a fort longtemps, notre confrère Gaspard Glanz, connu notamment pour sa couverture des mouvements sociaux, s'était retrouvé dans une polémique. Devait-il, oui ou non, être considéré comme journaliste, vu la façon très claire dont il exprime ses opinions ? Plutôt que de s'attaquer à cette question qui nous semblait un peu bête, on avait décidé à l'époque d'aller voir tout un tas de confrères et de consoeurs pour leur demander « c'est quoi être journaliste ?» histoire de montrer par l'exemple que ce métier est aussi divers que celles et ceux qui le font. On avait fait ça avec ma camarade Caroline Fillette et voici ce que ça avait donné. Bienvenue dans Programme B. Être journaliste, c'est raconter le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Olivier Truchot, journaliste à RMC, BFM TV. C'est toute la difficulté, donc essayer de le raconter honnêtement. Objectivement, l'objectivité n'existe pas parce que le journaliste, c'est pas une science, hein. C'est une activité humaine, donc c'est en tout cas d'être honnête intellectuellement. Le journalisme, c'est pas simplement filmer quelque chose et ensuite publier cela sans en préciser le contexte, sans expliquer ce qu'on est en train de montrer, pourquoi on le montre. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, tout le monde pense pouvoir être journaliste. Voilà, journaliste, il y a des règles, il y a une déontologie. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour plaire, on est là pour raconter. Moi, je pense que le journaliste, c'est un empêcheur de tourner en rond. Donc, le journaliste, il a toujours été finalement détesté. J'en parlais avec un historien de la presse et je me disais, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes sont plus détestés qu'avant ? Et on me disait, mais non, attendez, sous la Révolution française, les journalistes étaient détestés. En 68, les journalistes pouvaient être détestés parce que forcément, les journalistes empêchent un peu, sont des poils à gratter. Donc, quand on gratte, forcément, on peut déplaire au pouvoir, déplaire à ceux qui contestent le pouvoir. Et dans le cas des Gilets jaunes, on a dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment donné, la presse est pro-Gilets jaunes et puis ensuite elle est anti-Gilets jaunes. Non, la presse a fait écho aux Gilets jaunes et puis ensuite elle a aussi démontré tous les travers de ce mouvement, les limites, etc. C'est le rôle du journaliste. Est-ce que le journaliste est là pour être aimé ? Je suis pas sûr. Je parle à mon avis que le journaliste est là pour il essaie d'avoir l'auditoire le plus large. Moi, je présente des émissions grand public, donc je suis content d'avoir plein de monde, d'avoir des grosses audiences, mais on n'est pas là pour plaire. Je pense que j'ai des idées assez arrêtées sur ma vision du métier. Anne-Sophie Novelle, documentariste et journaliste indépendante. J'ai pas fait d'école, j'ai pas été formatée, je sais pas si ça joue, mais en tout cas pour moi, le journaliste au XXIe siècle doit changer de posture. Aujourd'hui, le public, il est plus informé que jamais, il est plus savant que jamais, il connaît les astuces journalistiques, il fait de l'information lui-même, et donc on peut pas, nous, juste se contenter de continuer à faire de l'information sans s'interroger sur la responsabilité et la posture qu'on a dans le monde. On peut pas juste être le reflet du présent à l'heure où tout le monde peut refléter le présent. Donc à mon avis, on doit prendre le temps qui est le nôtre pour explorer les possibles, pour regarder un peu plus l'avenir, pour faire preuve avec la culture générale qu'on doit sans cesse travailler, aller explorer le monde un peu différemment. Et donc il y a plein de pistes à explorer pour ça, mais on doit aussi s'appuyer sur le public. Et donc ça c'est crucial. Donc ma vision elle est là et moi je m'interroge beaucoup sur l'impact de notre métier et donc comment aujourd'hui intégrer cet impact dans notre profession. Et c'est pas juste une histoire de déontologie ou de responsabilité, c'est une histoire de rôle que l'on a pour apaiser notre rapport au monde et apporter autre chose. Et ça c'est crucial. On est au début d'une prise de conscience. Comme on a appris à mieux manger il y a 20 ans, à se rendre compte qu'il y avait plein de scandales alimentaires, sur l'information c'est pareil. Tout le monde est paumé en ce moment, que ce soit nous en tant que professionnels ou le grand public, et on est au début d'une révolution. Et donc pour moi, bien s'informer, c'est comme bien manger. Et il faut retisser un lien de confiance, retravailler l'authenticité, que consommateurs et producteurs d'informations se rencontrent et rebâtissent les bases d'une nouveau type de relation. Ce qui me plaît, c'est de réaliser que partout,
existe en germe de nouvelles approches journalistiques. Alors, bien entendu, je vais bien me garder de donner des leçons ou de dire que voilà, c'est l'avenir. Seul le temps nous le dira, mais je trouve intéressant la période qu'on vit, parce que je pense qu'elle est à l'image de l'excès dans lequel les médias ont pu aller. Et le flou dans lequel on est doit nous obliger à justement revoir notre posture. Être journaliste, pour moi, c'est mettre le monde en histoire. C'est raconter des histoires. Benoît Galeret, chroniqueur pour Slate et RTL. Avec la contrainte quand même que les faits de base soient justes, mais après commentaires, organisation, longueur, complètement libre, exercice freestyle. Donc je le résumerai à ça, ouais. Mettre le monde en histoire, et on sait bien que personne ne raconte des histoires pareilles. Donc à chaque journaliste de raconter son histoire à sa sauce. Avant même que ça soit un lien entre mes différentes expériences du journalisme, raconter des histoires, c'est c'est mon envie de base. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Moi, je voulais raconter des histoires. Je me suis demandé où est-ce qu'on pourrait me payer pour faire ça, pour vivre de mes mots. Je me suis rendu compte que publier un bouquin à 20 ans, c'était quand même compliqué, ou en tout cas pas pour en vivre. Et qu'en revanche, journaliste, ouais, c'était peut-être jouable et que ça ressemblait un peu quand même à ça. Donc pour moi, raconter des histoires, c'est non seulement en effet le ciment entre tout ce que j'ai pu faire, que ça soit en micro-format sur Twitter, en 140 signes quand c'était encore 140 signes, au format de l'émission de 1 heure de télé ou 1 heure de radio. C'est toujours la même chose. Il faut un début, un milieu intéressant et une fin. Voilà. Je pense que comme pour tous les métiers qui sont sujets à fantasmes sociaux, infirmière, pompier, policier, journaliste, voilà. En effet, c'est pas exactement ce qu'on s'imaginait quand on était enfant. Déjà, moi, surtout, ce qui m'avait marqué, c'était le côté inspiration, quoi. Pour moi, c'était un truc très littéraire et on arrivait comme ça, on allait à un endroit, on prenait la température, on écoutait les gens et puis comme ça, face à la pleine lune, d'un coup, et si on avait la chance de pouvoir attendre la nuit, l'inspiration venait et d'un trait de génie, on résumait tout ça, voilà. Mais finalement, assez l'image de l'auteur maudit du poète du 19e. Et je me demandais comme ça, comment par magie, ça pouvait faire une histoire, quoi. Et c'est vrai que mes premiers stages, j'étais pas bien vieux, mais mes premiers stages, quand je me suis rendu compte qu'il y avait une méthode et des techniques, ça m'a fait un peu tout drôle, ça a un peu cassé la magie, quoi. Un peu comme quand le magicien te montre que, bah non, c'est dans la manche, en fait. Et pour moi, ça a été surtout ça. C'est-à-dire que ce truc qui me semblait un produit hautement artistique, hautement inspiré, était en fait basiquement des méthodes appliquées dans un temps limité, surtout. C'est ça qui est très intéressant dans le journalisme par rapport à plein d'autres exercices qu'on a pu faire avec les mots. C'est que celui-ci a un laps de temps pour l'effectuer très très court et que donc forcément il faut s'organiser et forcément compter sur l'inspiration et notre chère plume ne suffit pas toujours et que donc pour ça, on a des coups de fil, des techniques, des méthodes d'écriture, un peu toujours les mêmes, chacun a les siennes, qui dans ces cas-là viennent nous sauver d'un mauvais pas, notre petite figure de style, notre petite accroche, notre façon de terminer aussi un papier, et chacun a les siens. Encore une fois, c'est pas des méthodes qu'on apprend à chacun, mais c'est des méthodes que chacun doit aller glaner, se faire comme ça une petite boîte à outils qu'on peut dégainer encore une fois très vite, puisque le but de cet exercice, sous ces airs littéraires, est en fait assez mécanique. Être journaliste, c'est essentiel. C'est mon socle, la vie que j'ai choisie. Anne Niva, grand reporter, journaliste indépendante. Et c'est tout simplement être un intermédiaire, un pont entre... c'est raconter des histoires, mais des histoires vraies. À un public, mais ces histoires, justement parce que je suis pas romancière, que je les ai pas inventées, il faut aller les chercher. Donc moi, ce que j'aime, j'ai la chance de faire ce que j'aime, c'est aller chercher des histoires, donc faire du terrain, en gros. Ou quel que soit le terrain, en bas de chez moi, un peu plus loin en France, ou très très loin. C'est pareil, c'est la même intensité d'histoire et de curiosité. Ce métier, il a changé au niveau des technologies, mais pour moi, il a absolument pas changé au niveau de son essence, de son contenu. Moi, j'ai pas changé ma façon d'être journaliste. J'ai en revanche modifié, je me suis adaptée, et je m'adapte toujours, bien sûr, aux différents médias, différents médiums, à la technologie, au tube. Mais la façon de faire
pour moi, reste la même. Les valeurs essentielles de ce métier restent les mêmes. C'est le terrain, l'humilité qui est induite par le terrain, c'est-à-dire que c'est le terrain qui me mène, je dirais, par le bout du nez, et non pas moi qui le domine. On est dominé par son terrain, et je dis pas ça négativement. Ça veut dire tout simplement qu'il faut le sentir, qu'il faut s'y adapter, qu'il faut ne pas avoir peur, qu'il faut se couler dedans, qu'il faut n'être choqué par rien du tout, quoi qu'on vous dise, quoi que vous regardiez, parce que justement vous êtes un intermédiaire entre ce que vous voyez, la source première de l'info, et ceux qui vont la consommer entre guillemets, que ce soit par l'image, par votre voix ou par l'écrit, peu importe comment c'est consommé, mais il faut être compréhensible. Et il faut raconter quelque chose qui ressemble à une histoire. Moi, je suis pas scientifique. J'ai une formation scientifique, mais je suis pas scientifique. Caroline Tourbe, journaliste chez Science et Vie. C'est simplement que je traite de sujets où la plupart du temps, où une majorité des interlocuteurs, des gens à qui je vais parler, c'est des scientifiques. Ouais. Mais dans tous les domaines. Ça peut être de l'archéologie, ça peut être des médecins, ça peut être aussi certaines sciences humaines, la sociologie. Donc c'est vraiment très large, ce spectre-là est très large. Mais c'est juste que c'est une façon d'interroger la société, d'interroger la vie via le prisme de la science. Ouais. Mais c'est un prisme qui s'applique à tout. Il n'y a pas de question qui échappe à la science, au fond. C'est pas juste que les réponses seraient toutes scientifiques. Mais la science, elle s'intéresse à tout. Donc, c'est pas différent. Et puis, ça nécessite d'avoir, comme pour toute forme de journalisme, une vraie écoute. Peut-être l'une des différences, c'est que c'est un secteur, un domaine qui fait peur. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de personnes, soit d'auditeurs ou de lecteurs ont l'impression que la science, c'est ennuyeux. Voilà. Et puis des journalistes aussi. Il y a beaucoup de journalistes pour qui c'est rédhibitoire, s'occuper de science, c'est enquiquinant, on va rien comprendre, ça les intéresse pas. Donc voilà, c'est peut-être ça la différence, c'est peut-être une forme un peu de rejet, mais qui, je trouve, va en diminuant. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des scientifiques et autour de sujets scientifiques, et je trouve que ça va en s'améliorant. Donc je pense qu'on a sûrement dû tous faire bien notre boulot ces 20 dernières années, qu'il y a une vulgarisation scientifique qui se fait plus volontiers, que c'est des sujets qui font moins peur, surtout ce que je trouve qui a changé. Et je pense que du coup, la question de savoir si journaliste scientifique, c'est différent ou pas, ce qui a changé vraiment, c'est que maintenant, pour des grands sujets, notamment environnementaux, on est de plein pied dans la société. Je pense que cette fois-ci, le public et les médias ont compris ça. Donc on peut pas y échapper. Voilà. Les journalistes, c'est un peu comme avec le réchauffement climatique, c'est une espèce en voie de disparition. Denis Robert, directeur de la rédaction du site Le Média. Il y a une grande fragilité du journalisme en ce moment et de l'univers des médias, parce que entre des médias, on va dire mainstream, qui sont un peu le vieux monde au sens où l'expliquait Emmanuel Macron, c'est-à-dire des gens engoncés dans des schémas de travail, de pensée, etc., qui ont très très peur de perdre leur emploi, donc qui racontent pas n'importe quoi, mais enfin qui sont très frileux à l'égard du pouvoir. Et puis un univers sur Internet où se multiplient les campagnes de désinformation, les fake news et les informations vraies. Il y a des espaces à inventer et à créer, et il y a une absolue nécessité de faire vivre un journalisme libre et indépendant. Alors il existe évidemment dans ce pays encore, heureusement, des journaux libres et indépendants, mais ma préoccupation, c'est vraiment de créer du journalisme, de faire du journalisme. Et en fait, je me rends compte à l'usage, là, depuis 3 semaines que j'y suis, que d'une part, quand on fait du journalisme, ça marche. Et d'autre part, que je pensais pas. Enfin, si vous voulez, j'ai quitté. J'étais à Libération pendant plusieurs années, et puis après j'ai écrit des livres. J'ai fait tout ça, mais j'ai quitté le journalisme dans un état, et je le retrouve dans un état encore plus sale en arrivant. C'est-à-dire qu'il y a très peu de contre-pouvoirs. Les gens plutôt jeunes se désintéressent de toutes ces questions, et c'est ce qui a permis d'ailleurs l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, quoi. Et si on avait eu
des journalistes qui avaient fait leur travail, on aurait assez vite, et mon propos est pas idéologique, hein, je me fous d'Emmanuel Macron en tant que libéral, etc. Mais il y a une imposture au départ d'Emmanuel Macron dans la manière dont il est arrivé au pouvoir et comment il s'est servi de la presse et des grands journaux pour fabriquer une sorte de storytelling, quoi, et les journalistes n'ont rien vu venir, quoi. Et aujourd'hui, il y avait la conférence de presse avec plein de journalistes un peu endormis face à lui la semaine dernière. Ils se réveillent avec une petite gueule de bois, quoi, parce qu'ils sont responsables aussi de cette situation. Donc tout ça m'amène à la conclusion que le journaliste est une nécessité démocratique. Il faut qu'il y ait des journalistes. Et journaliste, c'est un métier qui demande de la curiosité, du travail, de l'intelligence, de la culture. Mais c'est finalement quand on le fait bien, en étant indépendant, c'est un travail formidable. Comme beaucoup de journalistes le diront sûrement, être journaliste ne dépend pas du tout d'une carte de presse. Marie Turcan, rédactrice en chef du site Numérama. Si on veut être un peu grandiloquent, on dirait qu'on est plutôt sur une vocation, mais si on est sur un terrain un peu plus pragmatique, pour moi c'est quelqu'un qui rend service. Un journaliste, on rend service à des lecteurs, à des auditeurs, à des spectateurs et spectatrices. Et on doit leur donner des informations qui les aident eux et elles ensuite à aborder tout simplement la vie de tous les jours. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre un grand enquêteur et quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui fait des tests de produits tech, par exemple. J'imagine que tant qu'on rend service d'un point de vue très cartésien, comme comment utiliser votre smartphone, à une grande enquête de Fabrice Arfi sur Mediapart qui va faire tomber Cahuzac, pour moi, dans les deux cas, on a rendu un grand service à nos lecteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le web a quand même pas mal évolué ces dernières années. Enfin, moi, je le vois de manière très, très positive parce que j'ai quand même vachement l'impression que depuis quelques années, on est beaucoup plus sur du long format. On donne beaucoup plus de liberté aux journalistes. Regarde, que ce soit Mediapart, Arrêt sur Image, même Le Monde.fr, même les gros médias, eux, ont beaucoup plus d'articles qu'ils publient en ligne et ils sont très, très longs, en fait, ces articles. Donc, dire que le web, c'est le format du court, par exemple, je trouve que ça n'a plus du tout aucun sens parce qu'on se retrouve à avoir des journaux papier limités par le nombre de signes. Donc, tu as des 3500 signes et 4500 signes, des choses finalement assez courtes, pas forcément très appuyées. On peut pas mettre de source quand on écrit dans un article print. Donc, quelqu'un qui serait l'avocat du diable pourrait dire, en fait, aujourd'hui, c'est sur le web qu'on a les informations les plus fiables parce qu'elles sont le plus facilement vérifiables et on peut interpeller un journaliste beaucoup plus facilement en lui disant, là, je pense que tu as fait une erreur. Là, il me semble que ton article gagnerait à avoir une précision. Et ce web-là, moi, c'est le web que j'aime aujourd'hui parce qu'il permet de faire énormément de choses et ça permet de publier un 50 000 signes sur un long sujet, on a une liberté incroyable. Après, on est limité par l'économie et par le fait qu'on ne peut pas embaucher 100 journalistes dans une rédaction comme la nôtre, même si on aimerait bien. Être journaliste, je pense déjà, c'est d'être déjà sur des événements d'actualité, de reporter les faits, de les contextualiser, de aussi vérifier les informations qu'on donne. Rémi Buzine, journaliste pour Brut. Je pense que ça se centralise autour de tout ça, quoi. C'est-à-dire déjà l'essence même du métier de journaliste, c'est d'être sur un événement d'actualité et de raconter ce qui s'y passe. Et puis à côté, contextualiser pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre, par exemple sur un live, qu'est-ce qui s'est passé avant, le contexte de la journée, etc. Et surtout la vérification des informations. C'est ça qui va faire la différence entre un témoin de l'actualité, quelqu'un qui va prendre une photo dans la rue et qui va la poster sur les réseaux sociaux, où ça peut être très bien. Mais là où le journaliste va être important, c'est de contextualiser, de vérifier ces informations et d'y donner encore aussi de la profondeur, c'est-à-dire d'appeler différentes sources, etc., qui peuvent aussi donner des informations complémentaires sur ce qui se passe, quoi. Des fois on a voulu un peu nous confronter avec ce qu'on appelle parfois l'ancien monde, mais moi pas du tout, c'est-à-dire que il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux supports que sont les réseaux sociaux, on en profite. Aujourd'hui, moi je pense que c'est un nouveau moyen de faire du journalisme, mais qui est pas là pour remplacer d'autres ou dire ça c'est mieux
que ce qui existe déjà. Donc l'idée, c'est du live streaming. Le live streaming, en quelque sorte, permet aussi une grosse liberté de temps, c'est-à-dire que j'ai pas les mêmes contraintes qu'en télé, en radio ou en presse écrite, où on est limité en termes de caractère ou de temps. Là, si on veut faire 1 heure, 2 heures ou même 3 heures sur un événement, on peut le faire. Et ça, c'est une véritable chance. Et pour moi, c'est l'un des atouts principaux de ce format. Avant Internet, pour schématiser le journal, les médias installés avaient le monopole de la production d'informations. Daniel Schneiderman, fondateur et directeur du site Arrêt sur Image. Et tout d'un coup surgit un concurrent, et le concurrent, c'est tout le monde. C'est les gens. C'est n'importe qui avec un smartphone qui peut envoyer des tweets ou des vidéos. Donc faut se repositionner, et c'est douloureux. Et donc il y a 2 solutions, soit ils s'intègrent dans ce nouvel écosystème, ils disent maintenant ça marchera comme ça et il faut faire avec, soit ils se bouchent les yeux et les oreilles en disant mais non, continuons comme avant, c'est un mauvais moment à passer, ça va s'arranger. Vous aurez compris où va ma préférence. Quand j'ai commencé à faire Arrêt sur Image, finalement pour schématiser le lieu de production quasi monopolistique de l'information, en tout cas le lieu fédérateur, on va dire, parce qu'évidemment c'était pas tout à fait monopolistique, mais c'était le 20h de TF1. Ce qui ne passait pas aux 20h de TF1, ce que PPDA ne disait pas, ne voyait pas, si vous voulez, n'existait pas. Encore une fois, je schématise. Donc notre lieu privilégié à nous de notre terrain de travail, c'était le 20h de TF1. Maintenant, notre terrain de travail, il est multiple. Il y a toujours un peu le 20h de TF1, mais il y a aussi toute la journée des médias d'info continue. Et il y a les vidéos virales de Facebook et de YouTube, qui sont aussi maintenant, si vous voulez, des lieux investis d'une grande confiance et d'une grande crédibilité par beaucoup de gens. D'une manière aussi, à mon sens, injustifiée que l'était la confiance dont jouissait le 20h de TF1 il y a 20 ans. Je veux dire, il y a pas davantage de raisons aujourd'hui de croire que une vidéo virale dit la vérité parce qu'elle n'est pas montée qu'il n'y avait de raison de croire PPDA il y a 20 ans. Donc, on va dire la nécessité du doute et de la critique et de la mise à distance est la même, pour moi. Avant de rentrer en école, on doit passer des concours et moi j'ai fait une prépa pour préparer ces concours qui sont très difficiles. Mathilde Mélin, pigiste, diplômée cette année de l'école de journalisme de Lille. On m'avait prévenu en me disant les places sont chères déjà dans les écoles et ensuite dans les rédacs. C'est un métier très précaire où il faut beaucoup se battre. Et c'est vrai que tout ça, c'était pas très concret jusqu'à récemment. Et là, j'y arrive. Et je me rends compte que, en fait, pour le coup, c'est un vrai métier passion parce que, putain, on galère, quoi. Il faut passer des concours, ce que nous on appelle des bourses. Il faut passer 12 000 entretiens ou alors il faut contacter 15 rédacs pour vendre le moins de papier. C'est hyper compliqué. Souvent, j'en parle avec mes amis qui sont pas journalistes et je leur explique un peu comment ça se passe. Eux, ils s'en doutent absolument pas. Et ils me disent, mais c'est ouf, le droit du travail, chez vous, ça existe pas. On est virable en un claquement de doigts. Il suffit qu'on ait mis une virgule qui plaisait pas et on nous rappelle jamais. On est payé 4 mois plus tard, même dans des grandes institutions publiques. Enfin, ce qui a changé dans ma vision du métier, c'est peut-être la part de combativité qu'il faut. J'imaginais pas que, en termes de vie pratique et de droit du travail, ça demande autant de se battre, en fait. Moi, je veux rencontrer des nouvelles personnes tous les jours de ma vie et je veux m'intéresser à des nouvelles choses aussi tous les jours de ma vie. Être journaliste, c'est aussi apprendre des nouvelles choses tous les jours, apprendre à maîtriser des nouveaux sujets, des nouvelles données, rencontrer des nouvelles personnes. Alors, c'est plus ou moins intéressant selon le sujet sur lequel on travaille et le média pour lequel on travaille. Mais en fait, on est étudiant pour toujours. On apprend des nouvelles choses tous les jours et on sort de notre zone de confort absolument chaque journée, chaque papier, chaque reportage. Ou si on le fait pas, c'est qu'on ne fait pas les choses bien d'après moi. Donc moi, c'est ça qui m'attire. C'est le côté où quand je me lève le matin, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas de quoi je vais parler et je sais pas qui je vais rencontrer. Et surtout, je sais pas ce qu'il va me dire. Donc c'est surtout enrichissant humainement.
Et je me vois pas bosser dans un bureau ou même au sein du journalisme, tu vois, je me vois pas bosser en desk web, à faire du desk, ce que nous on appelle du desk, c'est-à-dire rester derrière un bureau et prendre des dépêches AFP ou des articles, aller chercher des articles des confrères, mélanger un peu tout ça pour en faire un nouvel article, mais en fait on n'a appelé personne, on n'a parlé à personne. Moi ça m'intéresse pas. Je le ferai si j'ai besoin d'argent et qu'on me le propose, mais c'est pas pour ça que je veux faire ce métier. Merci à toutes celles et ceux qui avaient accepté de répondre à nos questions avec Caroline Fillette. C'était en avril 2019. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.